Bienvenue à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal du foot. Avec nous notre consultant depuis Paris, Manu, bonsoir. Bonsoir Val, bonsoir Lise, bonsoir à tous. Vous êtes en duplex depuis nos studios parisiens, puis vous Lise Barenbaum, bonsoir. Alors vous avez tout lu, tout vu, nous prenons le tour de la presse avec vous. Alors surtout, restez avec nous chers téléspectateurs parce que le programme est chargé. Et on va regarder tout de suite les résultats de cette 29e journée de Ligue 1. Belle victoire de Monaco sur Bastia, 3-0. Saint-Etienne s'impose sur Metz, 3-2. Même score pour Bordeaux sur le Paris Saint-Germain. Une journée qui se terminait avec un match nul, 0 partout au Vélodrome. Les Phocéens recevaient les Lyonnais. Alors, ce choc entre Marseille et Lyon dimanche soir n'a pas permis de dégager une hiérarchie plus claire au sommet de la Ligue 1. Aucune des deux équipes n'est parvenue à profiter de la contre-performance du Paris Saint-Germain. Eh bien, à Bordeaux, Manu, c'est dommage quand même, hein ? C'est très dommage dans la mesure où, en cas de victoire, les Marseillais auraient pu passer devant les Parisiens au classement, reprendre la deuxième place. Et ce, d'autant plus à quasiment 2 semaines du choc entre l'OM et Paris Saint-Germain. Ça aurait été de bon augure. Je crois qu'ils ont été dominateurs dans le match. Ils ont été super physiquement, en termes d'occasion également. Mais il leur manquait justement un peu de réalisme pour mettre ce but, pour s'imposer, oui. Et on regarde la physionomie du match, Manu. À votre avis, quelle est l'équipe qui va nourrir le plus de regrets ? Moi, je pense que c'est l'Olympique de Marseille parce que dans cette histoire, celui qui fait la meilleure opération, c'est bien les Lyonnais. Ils ont été dominés, ils s'en sortent très très bien avec le partage des points. Ils conservent leur place de leader. Ils ont même accentué grâce à ce petit point pris à l'Olympique de Marseille. Donc, quand je vois le calendrier pour les Lyonnais jusqu'à la fin de saison, je me dis que s'ils ne font pas de fausses notes, ils ont de grands espoirs de remporter le championnat, oui. Alors Lise, Lacazette n'a pas marqué hier, mais tout le monde s'accorde de souligner son importance à Lyon. Et pourtant, son avenir est toujours incertain. Et oui, en tout cas, en conférence de presse, il a un peu de mal à se dépatouiller avec les questions. On imagine bien qu'il ne fera pas de vieux os en Ligue 1 après 6 saisons passées à l'OL. En tout cas, il dit que pour l'instant, il est lyonnais et qu'il est sous contrat. Donc, il ne sait pas ce qui va se passer cet été. On sait que Jean-Michel Aulas ne compte pas le céder. Donc, pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'Aulas ne veut pas vendre Lacazette. Lacazette ne veut pas quitter l'OL de son fait. Mais ce double constat ne nous dit pas ce qui se passera cet été. Bon, en tout cas, il n'y a pas de souci. Jusque-là, si tout le monde veut garder l'autre. Manu. Oui, justement, ouais, donc quand on écoute à la fois Lacazette et Monsieur Aulas, le président, je crois que tout le monde a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, mais je pense que c'est un discours de façade. Oui. Je pense secrètement que Lacazette a envie aussi, après cette superbe saison, de partir ailleurs. Maintenant, c'est vrai que si je me mets à la position du président Aulas, il y a le stade qui arrive en 2016, en janvier 2016, le nouveau grand stade. Il va vouloir avoir une équipe compétitive, une équipe qui jouera certainement à la Champions League, donc il va absolument garder Lacazette à 1 an de l'Euro. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont partis avant de grandes échéances aussi avec leur équipe nationale. Lacazette n'a pas encore confirmé tout son grand talent. Il est sur une très très grande saison. Il a été bon l'année dernière. Je pense qu'une saison supplémentaire lui ferait pas de mal. Mais justement, comment vous expliquez justement qu'un joueur qui est vraiment sur une lancée tellement formidable n'ait pas envie d'essayer un autre championnat européen? J'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Je pense que ça ferait aussi du bien pour les finances de Lyon. Maintenant, je ne sais pas, connaissant, je pense, les velléités concernant Lacazette, il y a énormément de grands clubs européens qui s'intéressent à lui de très très près. Il a un profil extrêmement intéressant, il a un jeune âge aussi, il a une maturité en devenir, donc c'est tout bénef pour celui qui l'accueillera. Moi, je pense qu'à la fois Lyon et Lacazette ont tout intérêt justement à trouver la bonne affaire ensemble pour pouvoir voir ailleurs. Et justement, toutes les anciennes gloires de l'Olympique lyonnais rendent hommage à Lacazette, Lise Barenbaum. Oui, parce que depuis son retour de blessure, il a vraiment retrouvé son meilleur niveau. Alors par exemple, André Guy, qui était meilleur réalisateur du championnat de France en 1968 avec 25 buts, eh bien il espère que Lacazette battra le record de Skoblar qui avait marqué 44 buts pour l'OM en 1970. Et puis Sonny Anderson, lui aussi meilleur buteur avec l'OL en L1 2 fois, eh bien il est convaincu que Lacazette va dépasser les 25 buts cette saison car il a les qualités pour y arriver. Il va même plus loin, il dit que d'ici 3 ou 4 ans, Lacazette pourrait gagner le Ballon d'Or. Ouais, c'est quand même flatteur de la part du grand Sonny Anderson ce genre de compliment. Ouais, enfin, de là à dire, prétendre qu'il va gagner le Ballon d'Or dans les années à venir, vous savez, ça a été un petit peu les mêmes déclarations qui ont été faites avant que Karim Benzema ne parte à Madrid. Donc, allons-y mollo quand même, hein, Valérie. Je pense qu'il reste sur deux saisons vraiment très excellentes, notamment celle-ci en cours, où vraiment il est en train
de s'illustrer au plus haut niveau. Maintenant, j'attends de voir sur la scène européenne, j'attends de voir également avec la sélection nationale. Et puis le jour où il partira dans un grand club européen, ça sera quand même compliqué et différent pour lui en termes de concurrence. Donc il y a encore des paramètres. Il me semble qu'il lui reste encore à franchir certains paliers pour devenir et prétendre un jour gagner le Ballon d'Or. Oui. Allez, on va revenir maintenant sur la contre-performance du Paris Saint-Germain. 4 jours après son exploit en Ligue des Champions, le PSG s'inclinait donc à Bordeaux. Ibrahimovic a inscrit un doublé, mais les Girondins ont réalisé un très grand match, Manu. Un très grand match et vous savez, pour avoir joué souvent les matchs de Coupe d'Europe, des grandes compétitions, c'est vrai que 3 jours après, il y a une espèce de décompression. Et ce d'autant plus lorsque vous voyez le match héroïque qu'ont fait les Parisiens à Chelsea à Stamford Bridge en semaine, à 10 contre 11, avec l'expulsion d'Ibrahimovic. Ils ont su redresser la barre en étant menés 2 fois. Ils se sont qualifiés brillamment. Et je vais vous dire, je trouve quand même, c'est regrettable parce que quelque part, aller perdre à Bordeaux alors que vous êtes au coude à coude pour la première place, ça peut s'expliquer aussi par des carences physiques et mentales, mais je trouve que ça risque de peser lourdement dans la balance à la fin de saison. Oui. Ouais, alors Lise, la presse qui parle beaucoup de l'incident de Zlatan hier. Oui, alors malgré ces 2 buts, c'est pas ça qu'on retiendra évidemment, c'est un peu passé à la trappe. En fait, sur le chemin des vestiaires, Zlatan a complètement perdu ses nerfs. Il a critiqué l'arbitrage en anglais, il a critiqué la France aussi, qui, je cite, selon lui, ne mérite pas le PSG. En fait, il était furieux que l'arbitre ne siffle pas un coup franc à quelques minutes de la fin. Donc un incident qui a pris un tour politique assez rapidement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, a réclamé des excuses. Il y a eu des excuses sur le site officiel du club, mais si l'arbitre fait un rapport, Zlatan pourrait écoper d'une suspension pour 3 matchs. Par contre, si c'est le Conseil national d'éthique qui se saisit de l'affaire, il pourrait écoper d'une suspension de 4 matchs. Manu, mais qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs français comme ça? Ils se désamourent avec la France. On se rappelle de Ribéry qui a dit qu'il préférait l'Allemagne il y a quelques semaines. Et puis maintenant, voilà, c'est au tour de Zlatan. Qu'est-ce qui leur arrive? Moi, je crois que Zlatan est la parfaite illustration de ce que peut ressentir le PSG. Parce que vous savez, ils ont demandé récemment à la Fédération française de football de décaler le match, la demi-finale contre Saint-Etienne, qui s'intercale entre une finale de Coupe de la Ligue et aussi le match aller de la Champions League. Donc c'est vrai qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas aidés à la fois par les institutions, qui sont le collimateur aussi d'une majorité des Français pour les raisons que l'on connaît, c'est-à-dire qu'avec l'argent qui coule à flot, c'est facile de gagner des matchs. Moi je dirais simplement une chose, Valérie, c'est que n'étant pas un fervent supporter du PSG, mercredi dernier, lorsque j'ai regardé le match contre Chelsea, j'ai bondi de mon siège par 2 fois. J'étais à fond derrière le Paris Saint-Germain. Je me suis retrouvé comme étant supporter du Paris Saint-Germain. Et pour une fois, il m'avait montré vraiment toutes les valeurs qu'une équipe de football pouvait montrer sur un terrain de football. Et j'étais à fond derrière cette équipe. Ils avaient une cote de sympathie extrêmement importante. À mon avis, et derrière, Aurier, le joueur du PSG, insulte l'arbitre sur son compte Twitter. Derrière, 3 jours après, on assiste à des insultes une nouvelle fois contre le corps arbitral, mais également contre le pays qui l'accueille. Donc, si j'étais à la place des Qataris, je pense que je sanctionnais quand même financièrement mes joueurs parce que vous savez que l'image des Qataris sont très à cheval dessus. Donc c'est quand même très dommage d'avoir remis en question justement tout ce capital gagné en l'espace de 3 jours. Bon, on va revenir sur ce match de qualification du Paris Saint-Germain face à Chelsea. Les supporters qui s'en sont donnés à cœur joint, Lise Barenbaum. Oui, alors on avait eu la vidéo choquante du 17 février dernier. Il y a eu depuis une parodie par les fans de West Ham en réponse aux supporters racistes de Chelsea. Et bien cette fois-ci, ce sont les fans du PSG qui ont détourné la vidéo initiale. Donc on voit cette fois un fan de Chelsea, blanc cette fois-ci, se faire refuser l'accès à une rame de métro par des fans hystériques du PSG. Regardez. Une réaction, Manu? Vous savez, dans ce monde extrêmement sérieux où la moindre parole est épiée, est étudiée en permanence, donc c'est un peu rafraîchissant, c'est bon enfant, voilà. Allez, on va regarder tout de suite le classement. 2 points séparent les 3 premiers en haut du classement. Lyon leader 58, le PSG 56, Marseille 54. Ensuite, c'est encore plus serré, ça se suit à 1 point. Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux. Guingamp est à la 10e place avec le même nombre de points que le 11e Rennes, avec 38 points. Et on passe tout de suite au foot espagnol.
27e journée de Liga, une semaine avant le Classico. Le Barça et le Real n'ont pas manqué leur rendez-vous. Les Catalans s'imposent 2-0 sur le terrain des Bars grâce à un doublé de Messi. Même score pour Madrid qui s'impose à domicile contre Levante avec un doublé de Gareth Bale. L'Atlético concède le nul sur le terrain de l'Espagnol. Valence en profite avec sa victoire sur le Deportivo La Corogne. 2-0. Et le Classico, c'est donc dans une semaine. Évidemment, vous en doutez, la pression monte à chaque confrontation. Ces enjeux, et cette fois-ci, ils sont nombreux. La suprématie espagnole est la première place du classement. Mais c'est également l'occasion de comparer les trios d'attaque. Benzema, Bale, Cristiano d'un côté, Messi, Suarez, Neymar de l'autre. Deux machines à fabriquer des buts. Michael Friedman compare leurs performances. Regardez. Le Classico approche à grands pas. Les deux meilleures équipes de football espagnol vont s'affronter une fois de plus au Camp Nou. Et comme souvent, c'est le titre qui est en jeu puisque les deux équipes ne sont séparées que d'un point au classement. Et les deux équipes pourront compter sur leurs trios infernaux. Le Real avec Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo qui ont été surnommés la BBC. Et en face, la MSN du Barça, les trois fantastiques, Messi, Suarez et Neymar. La BBC a connu ses heures de gloire avant la trêve hivernale en étant très impliquée dans la série de 22 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais depuis le 1er janvier 2015, c'est au tour de la MSN de faire des étincelles. Les chiffres ne mentent pas, le trio du Barça a complètement éclipsé les prestations de leurs rivaux. En termes de performance individuelle, la MSN est inarrêtable. En 17 matchs, toutes compétitions confondues, Messi a marqué à 20 reprises et donné 11 passes décisives. Suarez, quant à lui, a marqué 10 fois et donné 7 passes décisives lors de ses 16 apparitions. Enfin, pour le Brésilien Neymar, c'est 16 matchs pour 12 réalisations et une passe décisive. Des chiffres qui donnent le tournis, d'autant plus que la BBC est loin derrière. Benzema, pourtant décisif, n'a marqué que 6 buts pour une passe lors de ses 16 apparitions. Avec son doublé face à Levante, Bale en est à 5 buts pour 3 passes décisives. Enfin, l'efficacité de Ronaldo a terriblement diminué depuis janvier, puisqu'il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 9 reprises pour 4 passes décisives. Nous sommes meilleurs que la BBC, c'est ce qu'a affirmé Neymar auprès d'un journal catalan. Une affirmation qu'il peut appuyer avec des chiffres. La MSN, c'est 42 buts et 19 passes décisives depuis la fin de suspension de Suarez en octobre dernier. Sur cette même période, la BBC a marqué moitié moins, 20 buts et 8 passes. Avec ces statistiques, les joueurs du Barça abordent le Classico avec un avantage psychologique certain. Le Classico va être très important, on l'aborde comme une finale. Nous avons une très bonne équipe et on ne pense à rien d'autre que la victoire. L'objectif du Barça est clair, conserver la tête du classement et distancer son rival. Pour le Real, il s'agit au contraire de récupérer sa première place et de mettre fin à une série de matchs chaotiques avec une victoire prestigieuse sur son concurrent principal. Alors Manu Petit, ce Classico, sur le papier, le Barça est bien mieux armé, mais sur un match, on sait, tout peut basculer et très vite. Je crois que le Barça, le trio MSN est en train de réaliser ce que la BBC a fait sur les 6 premiers mois de la saison. Les statistiques globales depuis le début de la saison se tiennent globalement entre ces deux trios. Donc ils vont avoir, ça va être une des clés lors de ce match-là. Mais je pense aussi que Madrid est très content de récupérer Ramos, son capitaine emblématique en défense centrale. Modric également au milieu de terrain qui apporte beaucoup plus de liens. Malgré tout, j'ai regardé encore le match ce samedi dernier du Real Madrid. J'ai trouvé Cristiano Ronaldo hors de forme physiquement, qui s'énervait à la moindre erreur de ses partenaires ou même de lui-même, extrêmement sur le qui-vive en permanence. J'ai trouvé Bale fortement critiqué par son propre public. Malgré tout, il a marqué 2 buts. Mais heureusement qu'il y a ces 2 retours, Modric et Ramos également, qui pourra donner du lien dans cette équipe et rebooster un petit peu une équipe. De l'autre côté, Barcelone est impressionnant. Vous l'avez bien fait de le souligner dans le reportage. Depuis la fin de suspension de Suarez, il a mis un temps d'adaptation et aujourd'hui, ces 3 parlent le même football. C'est impressionnant de voir le nombre d'occasions qu'il se procure par match. Donc ça risque d'être explosif. Probablement un des tournants du championnat, parce que si Barcelone gagne, ils auront 4 points d'avance, ça sera très compliqué pour le Real de le rattraper. Ouais. En tout cas, à noter qu'au match aller, c'est le Real qui s'était imposé. C'est toujours bien d'avoir un avantage psychologique avant d'aborder une rencontre, Manu.
Exactement, c'est d'autant plus que le Real avait quand même une petite marge face au Barcelone et depuis le début de l'année 2015, ils n'ont fait que perdre justement cet avantage et quelque part ils sont presque l'ombre d'eux-mêmes. Donc ce match-là sonne à mon avis comme un retour en grâce. Ils se doivent à eux-mêmes une revanche, ils doivent également une revanche à leurs propres supporters parce qu'après avoir fait 6 mois fantastiques, ils sont devenus, j'allais pas dire anonymes parce que ça reste quand même une équipe extraordinaire avec des joueurs majeurs, malgré tout loin de ce qu'ils ont pu réaliser les 6 premiers mois. Alors, le Classico, c'est donc dimanche prochain. On va maintenant regarder le classement de cette Liga. C'est toujours aussi serré à la tête avec un petit point qui sépare le Barça premier du Real second. Valence profite du faux pas de l'Atlético pour grimper à la 3e position. Les Rouges et Blancs qui tombent donc un point derrière pour compléter le top 5. On retrouve toujours Séville avec 52 points. Malheureusement, cette édition s'achève. Manu, Lise, merci à vous deux de votre présence aujourd'hui. Chers téléspectateurs, restez avec nous. L'info, c'est tout de suite et c'est sur i24 News.